Franck Bignet, directeur technique national. Et en fait, avant de vous parler, je voulais vous présenter l'activité triathlon en une petite minute. On ne voit pas souvent de triathlon l'INSEP parce qu'on n'a pas de pôle, mais on fait partie du réseau des CREPS. On n'est pas totalement disparu de la carte. Bienvenue sur la planète triathlon. Rapidement, donc le sujet, moi j'ai voulu donner un thème, c'est le triathlète auteur de son projet de performance. Ce qui me plaît dans ce mot auteur, c'est, si on fait un lien avec la littérature, un écrivain, bien sûr c'est celui qui a son nom sur la couverture d'un livre, mais ce livre il ne l'écrit pas seul. Il y a des personnes qui l'inspirent, des personnes qui vont le relire, des personnes qui vont lui apporter un regard critique pour apporter une plus-value à ce qu'il écrit. Donc j'ai massé cette idée où une fédération, un directeur technique national, des entraîneurs, se placent dans cette posture d'accompagner un sportif, en l'occurrence le triathlète, pour être auteur de son projet de performance. Donc ma fonction de DTN, quelque part, elle m'amène aussi à avoir une vision plus large de la notion de potentiel émergent. Potentiel émergent, on a l'impression que potentiel, c'est quand on est jeune, au début un petit peu de sa vie. Or, je pense qu'au final, l'un de mes objectifs, c'est de créer des climats, ne pas se cantonner à cette image où le potentiel émergent, c'est que l'athlète. Ça peut être aussi le conseiller technique, l'entraîneur, toute personne qui évolue dans l'environnement de l'athlète. Et je dois aussi me considérer comme un potentiel émergent. Cette notion de se dire qu'après tout, si on renvoie au mot potentiel le mot de ressources, se dire après tout, des ressources, on en a plein, on les utilise à différents moments de notre vie. Et donc se dire qu'on est au final, tout au long de notre histoire, on doit se considérer comme un potentiel émergent. Le temps imparti étant assez restreint, mon propos, lui, va rester centré sur le sportif, puisqu'au final, il est le seul qui agit directement sur la performance. Donc, comment une fédération peut ou doit positionner le sportif pour lui permettre d'être auteur de son projet de performance? Donc, rapidement, le triathlon, c'est une fédération qui a été créée en 1989, donc une histoire assez récente, avec une entrée dans le programme des Jeux Olympiques dessinée en 2000. C'est-à-dire qu'on est fédération en 1989, on rentre dans cette logique olympique dès 1997, tout le monde le connaît bien, avec ce système des points, des périodes olympiques, et en 2000 on est aux Jeux. Le bilan côté français, c'est aujourd'hui aucune médaille, et 4 places de finalistes, 3 en 2000, 1 en 2004 et 0 en 2008. L'une des caractéristiques peut-être de l'activité, c'est aussi de se dire que tous les athlètes qui aujourd'hui apparaissent dans les rankings mondiaux, c'est-à-dire dans les 10 premiers, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, ont été identifiés par leurs fédérations respectives dès la catégorie junior, voire au plus tard, moins de 23 ans. Junior, c'est 17, 18, 19 ans, et moins de 23 ans, tout le monde le sait, c'est ce qui suit, c'est une période intermédiaire entre junior et ce qu'on appelle élite. Par contre, si on prend la logique inverse, tous les athlètes identifiés par leur fédération dans les catégories juniors
et U23 n'ont pas été dans les 10 meilleurs mondiaux. Donc les deux questions fondamentales que l'on doit se poser au quotidien, c'est quelle ambition voulons-nous partager? Moi je crois beaucoup au partage et surtout le chemin, la démarche, comment voulons-nous y arriver? Donc dès ma prise de fonction en 1999, non, pas tant que ça, en 2009 seulement, il fallait envoyer des signes forts, non pas dans cette idée de faire une révolution, de créer des ruptures, mais d'envoyer un signe différent. L'idée, c'était véritablement de positionner la performance dans le système fédéral et bien évidemment de l'expliquer aux différents acteurs. Donc ça passe pour première ambition de vouloir généraliser une culture de la performance. Alors, ça c'est une réflexion personnelle. On pourra ouvrir cette discussion tout à l'heure. On pourrait distinguer 4 niveaux de culture. La culture de la Libye, la culture de la participation, la culture de la performance, la culture de la gagne. Et j'ai envie de dire que ces 4 cultures, elles ne sont pas non plus que l'expression du sportif. Nous, dans nos missions quotidiennes, c'est aussi intéressant de se dire, mais au final, j'évolue où? Parce qu'on peut être très exigeant avec le sportif, puisque c'est lui au final qui va concrétiser les médailles, mais nous, dans notre quotidien, où est-ce qu'on se positionne? Si dans mon quotidien, j'évolue dans la Libye, dans la participation, au final, je suis un frein à la performance de l'athlète, si lui se positionne dans cette logique de performance, voire de gagne. Donc si j'explicite un peu ces 4 cultures, la culture de la Libye, c'est la justification permanente d'une contre-performance en l'attribuant à l'environnement et non à soi. Donc quelque part, elle peut même conduire à anticiper l'échec pour mieux se prémunir psychologiquement, socialement, et là de fait devient alors un doux refuge. C'est toujours très intéressant sur quand un athlète s'exprime à chaud après une compétition, de tout de suite voir comment expliquer une contre-performance. Soit il se l'explique de manière très rationnelle, voilà, il fallait faire tel temps, j'ai pas réussi, point final. Ou alors c'est il faisait chaud, il y avait du vent. Enfin voilà, c'est-à-dire que l'environnement ne lui a pas permis d'exprimer une performance. La culture de la participation, c'est simple, c'est être au départ de la compétition de référence. Voilà, il fallait que je me sélectionne, je suis là, je suis content, le job est fait. Donc participer devient une finalité, alors qu'au final, ces événements ne sont potentiellement que le terrain d'expression d'une performance. Le troisième niveau, c'est la culture de performance. Culture de performance, c'est chacun, donc le sportif et nous tous qui l'accompagnons, cherchons à créer et à réunir l'ensemble des conditions d'émergence de la perf. Elle peut s'exprimer à travers des qualités, la stabilité émotionnelle, l'engagement, la confiance, l'ambition. Et la culture de la gagne. La culture de la gagne, c'est celui qui ne se voit pas autrement qu'en vainqueur. Et au final, cette personne, elle accepte de prendre le risque de perdre pour gagner. Donc l'idée, au final, ça a été de positionner la fédération et tous ses acteurs dans cette culture de la performance, puisqu'au final, elle permet quand même de porter ceux qui sont dans la culture de la gagne, mais permet un petit peu de laisser ceux qui étaient et qui sont restés dans la culture de la Libye. Généraliser une culture de la performance, donner du sens à la performance. Donc ça passe par des décisions, des orientations qui ont été prises dès 2009. Parce qu'en fait, moi je suis rentré en fonction comme DTN officiellement en août 2009, mais j'avais été nommé directeur des équipes de France tout de suite après les Jeux de Pékin, ce qui m'avait permis au final de travailler le projet olympique et d'autres projets pour les disciplines reconnues de haut niveau dès l'après-Pékin. Donc les modalités de sélection en équipe de France, on a travaillé sur une photographie. C'est quoi un triathlon international de niveau international? Donc à partir de là, on a dégagé des tendances. Sur ces tendances, on a essayé de les expliciter à travers des places, parce que le triathlon, c'est à la fois un sport où il y a un chronomètre, mais c'est avant tout un sport de place. Donc on a écrit des modalités en partant du postulat que tout athlète retenu en équipe de France devait être dans la position de finaliste. Donc certains peuvent me dire c'est un manque d'ambition, mais c'est une ambition qui rejoint un petit peu le niveau de structuration de notre fédération. J'ai envie de dire, il faudra qu'on puisse proposer autre chose dans les années futures. Donc le bilan il est simple, entre 2008 et 2009 c'est 40% de sportifs en moins sélectionnés en équipe de France. Et par effet rebond, on le verra que ça a une incidence sur l'inscription sur la liste de sportifs de haut niveau.
Mais en 2011, si on fait un rapide calcul, 60% des sportifs sélectionnés sont finalistes. Donc un aparté là-dessus, le triathlon c'est un sport sociomoteur, c'est-à-dire qu'il y a une grande présence d'interaction motrice, vous avez pu le voir avec coalition de joueurs, c'est ce que vous avez pu voir un petit peu sur les vidéos à la fois, où en natation, en vélo et en course à pied, on est toujours en interaction avec les autres. Ce qui fait que si on prend en compte la logique interne de l'activité, moi je revendique le fait de me donner le choix, au-delà des modalités de sélection, de me donner le choix de retenir ou non quelqu'un en équipe de France. C'est-à-dire que je ne souhaite pas au final me ranger derrière des places qui sont atteintes ou non atteintes, mais véritablement de garder au final ce qui est l'essence même du triathlon, sport sociomoteur, pour aller au-delà quand même de performances sèches et de voir comment un athlète peut évoluer en situation de compétition. Donc c'est une manière aussi d'encourager la prise de risque, parce qu'on encourage la prise de risque chez l'athlète, et quelque part je me positionne moi aussi en tant que DTN dans une certaine forme de prise de risque quand je décide de sortir un petit peu des grandes lignes. Alors malgré tout, le fait d'avoir élevé le niveau d'exigence, quand vous avez un quota de la Fédération internationale qui vous est attribué, on vous dit voilà, vous pouvez inscrire 6 athlètes, j'ai envie de dire c'est caricatural, mais avant on avait presque tendance à en choisir 6. Puis on se disait toujours difficile de savoir entre le 6e et puis le 7e et le 8e qui partent pas, d'avoir de l'objectivité. Quand vous relevez le niveau d'exigence, au final, vous pouvez en emmener 0, 1, 2, mais vous arrivez rarement à 6. Enfin, c'est ce qui se passe sur cette Olympiade. Ce qui fait qu'il y a derrière, on se donne une possibilité, entre guillemets, de repêcher ou non un athlète à la fois dans l'intérêt de l'équipe de France, mais aussi de pouvoir le laisser s'exprimer le jour demandé. Les critères d'inscription sur la liste ministérielle, donc vous comprenez bien que par effet rebond, quand vous enlevez 40% d'athlètes en équipe de France, la suite logique c'est fin 2009, 40% de sportifs en moins inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Donc liste des sportifs de haut niveau, je suis vraiment là sur la population jeune, senior, élite. Mais fait marquant, depuis 2010, le nombre de sportifs inscrits sur la catégorie élite, donc c'est vraiment celle où on est pile poil dans ce que nous demande la CNSHN, on a augmenté ce nombre de sportifs élites. En plus, ce qui nous intéresse sur le triathlon courte distance, la discipline olympique. Donc on a aussi travaillé sur des niveaux de classification. Ces niveaux de classification, ils vont de 1 à 8. C'est cette idée un petit peu à travers des résultats en compétition, de pouvoir baliser, on va dire, un chemin. Le niveau 1, c'est les athlètes qui sont aujourd'hui potentiellement médaillables au jeu. Et le niveau 8, c'est la porte d'entrée de nos jeunes sportifs à partir de l'âge de 14, 15, 16 ans. Donc à partir de là, se découlent des plans d'accompagnement et ça nous permet au final, même si on doit toujours continuer avec beaucoup de pédagogie de les expliciter, ça permet d'offrir de la transparence aux sportifs. Chose importante aussi, c'est les éléments de langage. C'est un terme très politique, mais c'est important aussi parfois de donner le même sens à certains mots, et puis peut-être aussi de bannir certains mots, bannir, c'est un grand mot, on n'interdit jamais rien, mais d'essayer de ne pas employer des mots qui au final font perdre du sens à la philosophie qu'on veut donner. Le premier exemple, c'est cette notion de quota. On est tous... c'est une obsession, ça, la recherche des quotas. On nous parle toujours, aujourd'hui, on me demande aussi est-ce que j'ai tous mes quotas. On ne me demande pas si j'ai des athlètes qui vont avoir une médaille au jeu. Voilà, donc on a quand même l'impression que avant d'aller au jeu, il y a cette notion de quota qui ressort. L'idée, c'est de se dire que ces quotas, ce n'est pas un objectif, ce sont des repères. Voilà. Aujourd'hui, le triathlon, c'est au maximum 3 hommes, 3 femmes, donc 6 athlètes. L'idée, c'est de se dire, si on part à 6, c'est qu'on a 6 athlètes qui sont en capacité d'être performants. Si on part à 4, on en a 4. Moi, s'il faut partir un jour avec une athlète ou un athlète et qu'il est champion olympique, ma foi, ça ne me dérangera pas réellement. Donc aujourd'hui,
Voilà, on a la possibilité d'en ramener 6, mais c'est important de revenir sur cette idée de dire le quota n'est pas un objectif mais un repère, parce que souvent ça a quelque chose de rassurant le quota, c'est-à-dire que si jamais on n'a pas la réussite escomptée le jour des Jeux, on se dit malgré tout on a ramené X quota. Donc l'idée c'était un petit peu de changer cette vision fédérale que l'on avait autour de l'utilisation des quotas. En élément de langage aussi, moi je parle d'athlètes identifiés, je ne parle pas de collectif. L'idée de collectif, à la limite si un collectif, c'est à travers un certain nombre d'athlètes identifiés. Pourquoi ? Parce que l'idée du collectif, donc là je prends l'exemple quand même de ce que moi j'ai vécu en tant qu'athlète, parce que j'ai été triathlète. Quand vous partez sur une logique pyramidale, où à 4 ans des Jeux, vous savez qu'au maximum de toute façon il y a 3 athlètes qui peuvent partir. On fait une liste large, on ne sait jamais, de peur de perdre quelqu'un, de ne pas l'avoir identifié. On part avec une quinzaine de personnes. Un an après, bon, il y en a quelques-uns qui ne font pas l'affaire. On n'en a plus que 10, 11, et puis ainsi de suite, ça diminue. Ce qui fait qu'au final, l'athlète, il a presque souvent tendance à être dans une confrontation franco-française, à oublier que l'évaluation elle est mondiale, et on regarde derrière nous en se disant tiens, est-ce que les petits copains au final ils ont fait moins bien que moi cette année, j'ai pas été brillant, mais ils n'ont pas fait mieux que moi, donc au final je passe. Donc on passe, donc on est plus en train de regarder ce qui se passe derrière nous que devant nous. Or la date des Jeux, ce qui est bien, c'est que 4 ans avant on la connaît. Donc la complexité de la performance. Donc c'est important de l'appréhender. C'est une nécessité, mais je crois que ça ne doit pas devenir un refuge. Il faut aller à l'essentiel pour donner du sens, quitte à apparaître parfois comme réducteur. Je vais vous donner un exemple très concret. Triathlon, sport socio-moteur, d'une durée d'effort d'1h45, 1h55 chez les hommes et chez les femmes. Enfin, des caractéristiques assez complexes, mais ça c'est tous les sports. D'ailleurs Nicolas l'a bien démontré avec tous ces tiroirs là, que tout ça c'est bien complexe. Maintenant, on a décidé, alors pour différentes raisons, par exemple sur une sélection au championnat d'Europe junior de triathlon, d'additionner les temps sur 800 mètres en natation et 5000 mètres en course à pied. Alors là pour le coup, sport socio-moteur, ça disparaît. Coalition de joueurs, ça disparaît en grande partie. Donc on a utilisé un filtre physiologique. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? On a retenu des athlètes et ça s'est passé dernièrement au championnat d'Europe. C'est junior, pas de médaille, mais 4e, 5e, 8e, 13e. Donc voilà, pour une fois, c'est dommage que Chelsea soit parti, parce que non, il est là-bas. On avait fait mieux que les Anglais. Les Anglais qui sont quand même notre bête noire en triathlon. Voilà. Donc voilà, donc quelque part, certains de nos entraîneurs, quelques entraîneurs, me reprochent de dire mais un 800 mètres en natation tout seul dans sa ligne d'eau, un 5000 mètres à pied autour d'une piste, c'est pas du triathlon. Non, c'est pas du triathlon, en effet. Mais en attendant, l'idée c'était de se dire quel est le filtre prioritaire que l'on s'impose. On a choisi le filtre physiologique. Donc maintenant, une fois qu'on s'est donné cette ambition, cette volonté de généraliser une culture de la performance, de donner du sens à la performance à travers l'utilisation de différents outils, quel accompagnement ? Parce que je pars du principe qu'il y avait une nécessité de resserrer l'élite, mais de savoir après avec cette élite comment on les accompagne, quelle démarche on adopte, puisque moi je suis, comme beaucoup d'entre vous ici, agent de l'État, donc on évolue dans un système avec des moyens qui nous sont attribués via la délégation, donc je ne vous fais pas tout le quorum autour de ça, mais c'est-à-dire que notre posture, malgré tout, est obligatoirement différente. Chelsea avait montré une petite montagne. J'aurais presque pu prendre le même dessin. Moi j'aime bien cette idée de l'alpinisme. Pourquoi ? Parce que dans l'accompagnement, au final, j'ai envie de dire qu'il y a 2 types d'accompagnement. Au début, quand l'athlète est assez jeune, je suis caricatural, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, on a un petit peu un rôle de guide. Voilà, on essaie un petit peu
pas forcément en tant que guide de formater le sportif et de l'inscrire dans un chemin bien précis, mais de pouvoir l'interpeller et de lui donner un petit peu des billes pour qu'il puisse ensuite se mettre dans une logique d'apprentissage, d'appropriation et ensuite aller tendre vers une forme d'autonomie. Donc le challenge qu'on s'était fixé avec l'ensemble des membres de la DTN, c'était d'accompagner au mieux chaque athlète identifié en partant de son environnement. Là où il habite, là où il vit, quelles sont les personnes qui l'entourent, qui l'aident, qui l'accompagnent au quotidien. Donc c'était partir de son environnement et bien évidemment c'était aussi de l'aider à expliciter, à travers certains entretiens, de pouvoir définir avec lui son projet de performance. Alors ce qui est frappant, c'est que chez certains c'est... Après, ils le disent avec leurs mots, les mots d'une personne, d'un jeune de 15-16 ans. Certains, c'est très bien formalisé, d'autres, c'est un petit peu plus flou, mais à travers cette volonté de les aider à reformuler, à bâtir un projet, ils arrivent quand même à se positionner. Donc l'idée, c'est toutes les actions, tout ce que l'on va leur proposer, c'est de respecter les différents systèmes d'organisation. Le PS, au final, c'est un outil. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Si on a fait ce choix, ça se traduit dans le PES. On a à la fédération labellisé 3 structures familiales dès juillet 2010. Il y en a 2 qui seront normalement présentes aux Jeux Olympiques. Se dire que les pôles, au final, sont des outils au service de la performance, que ce ne sont pas des lieux où il y a un passage forcé, obligatoire. On est vraiment dans cette idée de la singularité du parcours et non plus de la notion de filière. Cette volonté aussi de travailler autour de l'athlète et de son environnement, et là on peut s'appuyer sur... l'INSEP, mais aussi sur l'ensemble des établissements nationaux, les CREPS, où on essaie, dès que l'on peut, de signer des conventions tripartites entre un sportif identifié, la fédération et le CREPS visé. Parce qu'un CREPS reste un lieu de ressources, que ce soit sur des aspects de surveillance médicale réglementaire, d'accompagnement médical, paramédical, du suivi scolaire, du suivi universitaire, de l'opportunité d'avoir des infrastructures de qualité, ce qui fait que voilà, on a à travers l'ensemble du territoire français des richesses. Cette richesse, c'est les CREPS, et le triathlon n'est pas à l'INSEP, mais on utilise au maximum les ressources des CREPS. Cette idée aussi, à travers l'EPS, de faire évoluer les pôles. Les pôles, au final, l'idée c'est peut-être d'aller plus sur de la permanence de compétences que sur de la permanence de sportifs. Quand on est en pôle espoir, c'est différent, puisqu'au final la scolarité va rythmer la vie du jeune, mais quand on est ensuite sur des pôles France, on se rend compte que ce qui est important, c'est de voir les pôles comme des centres de ressources et qui permettent un petit peu aux différents athlètes identifiés de passer, d'être accompagnés, de pouvoir prendre ce qu'ils ont à prendre et ensuite de repartir évoluer dans leur environnement dans lequel ils ont toujours produit de la performance. Donc là, je vais être un petit peu plus concret avec ce que l'on a appelé dès 2009 le IAT. Le IAT, c'est I, identification, A, accompagnement, T, triathlète, E, émergent. Donc émergent, on le retrouve dans la problématique de ces 2 jours. Plus parler, selon moi, d'identification, de détection, parce qu'au final, c'est un public qui est déjà dans l'univers triathlon. On ne va pas aller chercher... Quoique si, on va aller chercher un petit peu ailleurs, dans d'autres disciplines, mais c'est pas si simple que ça, j'en toucherai 2 mots après. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir, à travers toujours ce filtre physiologique, de recenser un certain nombre d'athlètes. Et donc ça rejoint un petit peu, même si en fait c'est les propos de Chelsea qui m'ont fait faire ce calcul, je ne l'avais pas fait avant. Cette théorie, je ne sais pas si c'est une théorie, mais cette idée d'avoir 1% d'une population qui peut être éventuellement dans une logique, je ne vais pas parler d'excès vers le niveau, mais dans une logique de s'inscrire dans une logique de performance. Aujourd'hui, la Fédération française de triathlon, si on prend les catégories minime, cadet, junior, donc ça représente 6 années d'âge, on a 3700 jeunes.
et on a aujourd'hui dans ce projet IAT une quarantaine d'athlètes. Donc on est bien au final sur cette notion un petit peu du pourcent que l'on a identifié. Nicolas l'a aussi évoqué, quand on est sur des jeunes catégories, on s'en était rendu compte, et puis après on a fait un petit travail de revue de littérature, et il y a les Canadiens qui ont beaucoup travaillé sur le mois de naissance, et en fait on se rend compte qu'on aurait presque tendance, et bon, Nicolas était sur une petite population de 10 athlètes, mais c'est vrai que même si on prend une population beaucoup plus importante, on arrive à cet effet où au final, on va dire une grande majorité des athlètes d'une catégorie d'âge sont nés sur le premier trimestre, voire au maximum sur le deuxième trimestre. Donc c'est vrai que rapidement, on essaie de prendre en compte cette notion des athlètes qui sont nés après le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. On en a parfois, et sur une année d'âge, où quand vous êtes né en décembre et d'autres sont nés en janvier, pour 4 jours, c'est une catégorie d'âge. Donc il faut aussi avoir, quand on est sur une lecture des résultats sportifs, malgré tout avoir porté un regard vigilant à ce mois de naissance. Donc le projet IAT, il a la volonté de fédérer autour de cette volonté de gagner. On essaie à la fois d'accompagner nos clubs, on est une jeune fédération, donc on a encore un devoir de structuration et de développement qui est très important, et puis on essaie aussi de travailler sur cette notion de transfert de talent. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas si évident que ça en France, parce qu'on est une ville avec 36 000 clochers, donc c'est compliqué. On veut tous un petit peu garder notre précaré. Les anglo-saxons, ils ont cette force, c'est de pouvoir peut-être de faire rêver plus facilement chacun. On a des exemples de transfert de talent côté anglais ou américain, où voilà, à un moment je n'arrive pas à m'accomplir dans une activité, j'ai en moi le rêve olympique, je m'engage dans une nouvelle activité. C'est pas une réussite permanente, mais il y a cette facilité quelque part de changer d'activité, ce qui n'est pas si facile que ça en France en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé une certaine, je sais pas expertise, mais qu'on atteint un certain niveau dans une activité, on a du mal, un petit peu, la peur du changement peut-être, à se lancer un autre défi. Voilà, donc après ça a été souligné aussi au niveau de l'aviron, l'interfédéralité c'est pas quelque chose sur lequel nous sommes forcément très bons. Le but de ce projet IATE, c'est d'aider au final les jeunes triathlètes à développer des aptitudes physiques et mentales et de l'aider à compléter ses connaissances dans la discipline afin de développer des compétences. L'idée, c'est vraiment de pas de le formater, de l'interpeller et de lui donner, alors pas des recettes, mais de le mettre dans les conditions pour s'engager dans une logique de performance. Alors je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec l'activité physique. Par exemple, on a souvent des soirées thématiques. La journée on s'entraîne, et puis, alors pas tous les soirs, parce que c'est à la danse, il disait qu'il faut qu'il y ait des temps de rien, et ces temps de rien il faut les programmer, sinon au final on n'a jamais le temps de rien. Donc cette volonté de programmer ces temps de rien, mais par exemple il peut arriver qu'on ait entre guillemets pas un cours ni une leçon, mais un temps où on va leur diffuser un texte réglementaire, alors ça peut paraître rébarbatif, qu'on extrait de notre réglementation internationale. Bon, l'idée au final c'est de leur montrer que l'anglais c'est quand même quelque chose d'utile quand on veut se lancer dans le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau s'internationalise, il faut savoir partir, s'exporter, parfois seul. Donc à la limite que la langue ne soit pas un premier frein à l'envie de s'engager ailleurs. Et donc voilà, c'est une manière, c'est pas avec un cours d'anglais qu'on leur apprend à être bon en anglais, mais c'est de leur dire, voilà, ça peut être intéressant de parler anglais, et puis de connaître aussi les règles du jeu, parce que connaître les règles du jeu, c'est aussi pouvoir mieux jouer avec. Voilà. Donc l'idée, c'est également d'accompagner le sportif, mais aussi les entraîneurs, les parents. Faut que je me dépêche là.
Alors les parents, donc nous on a de bonnes expériences à travers les structures familiales, mais aussi cette volonté chez des jeunes, chez des adolescents, de ne pas tout de suite mettre une cassure dans la relation entraîneur-entraîné ou fédé-athlète avec les parents. Les parents sont un filtre de décision qui reste important, aussi bien sur nos phases de recrutement d'épaule que dans la gestion de vie quotidienne du sportif. Donc le projet il est basé sur le volontariat, puisque, on le répète à chaque fois, on a le devoir de convaincre, mais il faut toujours respecter le choix de l'autre. Respecter aussi les stratégies de préparation sportive en dissociant la préparation des critères de sélection. L'idée, c'est d'éviter la confusion entre l'objectif et la démarche. C'est-à-dire que le IAT, c'est une démarche d'accompagnement fédéral. Je peux ne pas adhérer sur la base du volontariat au IAT, pour autant, les modalités de sélection s'appliquent à tout athlète licencié à la Fédération française de triathlon. Donc éviter cette confusion. Rapidement quelques chiffres parce que derrière il faut mettre des moyens. Le budget et le nombre de jours de stage depuis 3 ans a été multiplié par 5 et on arrive aujourd'hui à regrouper les athlètes quasiment sur toutes les vacances scolaires. Difficulté en France avec les différentes zones, mais on arrive sur un volume de 55 jours en 2012. Donc cette idée où, au final rien n'est impossible mais tout n'est pas possible, c'est au final l'écart permanent entre le rêve et la réalité. On ne doit jamais interdire quelqu'un de rêver, mais notre job, c'est d'appliquer en permanence ce principe de réalité en allant très très régulièrement sur les faits. Donc voilà, le chemin au final, c'est ce qui me sépare entre la réalité du rêve. Donc pour finir, j'aurais envie de dire que le parcours de l'excellence sportive n'est qu'un prétexte au changement. Il légitime le projet fédéral en lui donnant des moyens humains, financiers et en le rendant opérationnel. Une fédération, elle doit être facilitatrice et le sportif est toujours considéré comme auteur de son œuvre. C'est pas de moi. Agissez comme s'il était impossible d'échouer, c'est un Anglais qui l'a dit. Qui détestait le sport, et c'était Winston Churchill, mais je trouve que se le dire tous les matins, c'est porteur de rêves pour soi, et puis aussi pour ceux que l'on cherche d'accompagner au mieux dans leur réussite sportive. Merci.